Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour avance avec détermination aux côtés des acteurs de demain. Active au sein de la Jeune Chambre économique de Monaco depuis 2021, elle en est la présidente pour cette année 2025. Sa mission est claire, accompagner, favoriser l'entrepreneuriat et révéler les futurs leaders de la principauté. Bonjour Anna Darien. Bonjour Geneviève. Je dis révéler les futurs leaders de la principauté. Alors parce que souvent on dit Jeune Chambre économique, est-ce que c'est à la fois de la promotion de jeunes talents ou de l'entrepreneuriat jeune ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Comment on ferait le distinguo entre les deux ? Alors, effectivement, non, c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'on est un mouvement de jeunes leaders, donc forcément, on est des jeunes de 18 à 40 ans. Donc entrepreneurs. Leaders. Alors non, justement. Pas toujours. Non, pas toujours, justement. C'est un peu la subtilité, c'est vraiment leader. Donc, on peut être des entrepreneurs. On a une grande majorité de membres de la Jeune Chambre qui sont entrepreneurs. Mais on a aussi beaucoup de leaders, des personnes qui sont cadres, qui sont employés, mais qui ont cette envie de s'investir, cette envie d'entreprendre aussi. Qui sont peut-être pas aujourd'hui entrepreneurs, mais qui le deviendront peut-être plus tard. La différence, peut-être pour ceux qui nous écoutent, entre des leaders et des entrepreneurs, les leaders, c'est ceux qui sont aux commandes, mais ils peuvent être aux commandes dans des entreprises qui ne leur appartiennent pas ou qu'ils n'ont pas initiées. C'est ça que vous nous dites. Exactement, c'est exactement ça. Ou des personnes qui vont être managers, qui ont envie. C'est des personnes qui sont motivées, qui ont envie, qui ont du temps à accorder aussi, parce que ça reste une association, c'est de l'associatif, donc c'est du bénévolat, donc c'est du temps. Et quand on a du temps et qu'on est un jeune leader comme ça, on peut se permettre de prendre le temps de s'investir, et c'est le cas des leaders. Quand je vous écoute, je me dis jeune leader, temps. Est-ce que ce sont trois mots qui peuvent cohabiter ? Parce que alors peut-être que je me fais une fausse idée, mais je me dis quand on en veut, on travaille toujours plus. Quand vous avez dit on a envie, on est très investi. Est-ce qu'on a quand même du temps ? Moi, c'est mon maître mot depuis le début de l'année, c'est toutes les questions d'organisation. Voilà, c'est mon maître mot. Donc, mon conseil d'administration le sait très bien. On s'organise, je m'organise, on s'organise tous. Et on trouve du temps. Quand on veut, on peut, et on trouve du temps. Moi, c'est mon cas cette année. Je trouve du temps pour m'investir au sein de la Jeune Chambre, parce que j'ai pas que cette casquette-là, évidemment. Et voilà, je trouve du temps. Et quand on veut, on peut. Et quand on s'organise bien, on arrive à trouver du temps. Bon, s'organiser, ça correspond aussi quand on est manager en entreprise, quel que soit le niveau de management auquel on est, quelle que soit la strate. L'organisation, c'est quand même le maître mot aussi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme ça, la fleur au fusil le matin, en disant « les gars, aujourd'hui, on fait ça ». Ah non, ça c'est certain, mais même à la Jeune Chambre, c'est le cas. On ne peut pas arriver comme ça et se dire... Parce qu'on manage des personnes. Moi, aujourd'hui, je suis à la tête de 80 personnes, 80 membres actifs à la Jeune Chambre. Et je manage... par définition, directement et indirectement, 80 personnes que je ne rémunère pas, puisque c'est du bénévolat. Et c'est toute la problématique aujourd'hui, c'est que tout passe par récompense, finalement, où les personnes qui s'investissent ont une récompense personnelle, professionnelle, quelle qu'elle soit. Ils trouvent un intérêt quelque part, mais pas forcément un intérêt pur business ou financier, mais un intérêt autre qui est de l'épanouissement personnel, du développement personnel aussi. Et puis voilà, des rencontres aussi. On rencontre beaucoup de jeunes entrepreneurs, de jeunes leaders, des gens un peu comme nous. Quand on est seul aussi entrepreneur, parfois on est content de rencontrer des gens qui sont un peu dans notre situation, c'est vrai. Donc voilà, c'est un mouvement un peu global. Parce que, est-ce que alors, puisque vous n'êtes pas originaire de Monaco, vous êtes originaire de Bretagne, ce que je vois, que vous avez étudié en Bretagne, à Paris, vous avez fait du droit fiscal, du droit des affaires, etc. Mais ma question, c'était plutôt de dire, est-ce que, selon vous, le carrefour entrepreneurial, en tout cas du travail à Monaco, il est différent d'ailleurs ? Oui, complètement. J'ai pas connu en Bretagne, j'ai pas travaillé, enfin j'ai fait des petits jobs comme tout le monde, mais j'ai pas connu le marché du travail en Bretagne. Par contre, je l'ai connu à Paris, puisque j'ai travaillé 5 ans en tant qu'avocat à Paris, et c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même marché. L'accès n'est pas le même à Monaco, ça c'est sûr. C'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas le même droit évidemment. Pas tout à fait. Alors ça, on dit toujours, on en avait discuté avec Régis Bergonzi qui était là, même avec Thomas Brézot qui est venu là et qui m'ont tous les deux dit, on ne dit pas assez que notre droit est différent. Bon, là, il y a eu une amélioration un développement du droit des sociétés.
Est-ce que vous diriez qu'on se rapproche plus des autres ou qu'on développe notre modèle au niveau des droits des sociétés notamment? Non, je pense qu'on développe notre propre droit. Après, on s'adapte aussi par rapport aux réalités du marché. Ouais. Parce que hier matin, on a eu un petit déjeuner conférence justement sur ce sujet-là, sur la modernisation du droit des sociétés, donc justement avec Thomas Brédo et Franck Julien. Et c'est exactement l'explication. Il disait que dans les autres pays, les SARL existent, le URL existe. Et à Monaco, c'était impossible jusqu'à présent de créer une société seule. Une activité en nom personnel, c'était possible, mais pas une société. Et ça, Monaco était un ovni à ce niveau-là. Donc c'est parce que peut-être pour ceux qui sont pas des grands spécialistes, créer une société seule, quand on est en activité seule, ça protège son patrimoine. En fait, ça protège sa vie privée, ça protège sa sphère privée. Exactement, c'est une question de responsabilité. On n'est pas engagé sur nos... On n'est pas engagé personnellement, y compris sur nos deniers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne l'espère pas, mais ça peut arriver. Si l'activité ne fonctionne pas et qu'on a des difficultés, y compris à envisager le futur, ce n'est pas son patrimoine personnel qui doit prendre la relève, quoi. Exact. Sur une société, c'est exactement ça. Exactement. Ah ouais. C'est important quand même. Ça protège celui qui crée. Exactement. Et même, parfois, on n'a pas forcément envie de créer en famille. Parfois, les personnes mettaient comme deuxième associé la maman, l'épouse, l'époux, la sœur, le frère. Et parfois, on n'a pas forcément envie de mêler la famille à ça non plus. Donc voilà, là, c'est super qu'il y ait une possibilité de créer seule son activité, sa société. Est-ce que aujourd'hui à Monaco, vous parliez des 80 membres qui sont autour de vous, est-ce que beaucoup de ceux qui sont autour de vous ont envie de créer des entreprises? Oui. Alors, on a beaucoup déjà de personnes qui sont déjà à la tête de sociétés. Ouais. Parce qu'on a cette image d'Épinal à Monaco, de la difficulté de l'enjeu parce que des sommes nécessaires qui sont assez élevées et d'un marché qui est assez restreint. Est-ce que ça freine notre dynamique ou pas? Oui, quelque part, oui. La motivation est là. Après, oui, effectivement, c'est toujours plus compliqué parce que les loyers sont beaucoup plus élevés, sauf si vous bénéficiez de Monaco Boost ou Monaco Tech, donc un petit coup de pouce quand même qui est intéressant et qui existe, et c'est déjà super. Mais quand vous ne bénéficiez pas de ces régimes-là, c'est un budget d'avoir un local. Le capital social d'une SARL, c'est 15 000 €, c'est pas rien. Quand important. On est jeune et qu'on démarre, à part si on est soutenu, mais sinon, c'est souvent une somme qui est difficile à réunir, quoi. Exactement. Donc c'est pour ça, on se rend compte que voilà, les difficultés à créer, déjà, il faut réussir à créer. Après, voilà, les services font un travail aussi formidable. On en parlait encore hier avec Stéphane Bruno à la DDE, justement. Ils ont réduit les délais d'autorisation, donc ce qui est déjà super. Comme ça, au moins, on est fixé quand on veut créer quelque chose. Et après, oui, il y a énormément de formalités aujourd'hui qui sont lourdes, même l'ouverture d'un compte bancaire. On le sait. C'est comme ça, pour le moment, c'est encore comme ça. Je pense que ça va changer. En tout cas, la volonté est là de modifier les choses. Pas l'autorisation, bien sûr, parce qu'il faut une certaine... un certain contrôle, je dirais. Une sélection contrôlée. C'est normal. Et c'est normal. L'État est quand même petit, donc c'est normal. Et puis après, voilà, il y a encore des choses à améliorer, mais les choses vont se faire progressivement. Et on est déjà en bonne route. Quand vous parlez ensemble aussi avec les 80 membres, dont j'imagine que ce n'est pas toujours simple de les réunir ensemble, mais quand vous arrivez à les retenir, ou même groupe par groupe, qu'est-ce qui vous unit dans la discussion ? Déjà, le mouvement en soi. Parce qu'au début d'année... La sensation de faire partie de quelque chose. D'un groupe, de faire partie d'un groupe. Et ça, c'était quelque chose qui était important pour moi quand j'ai lancé ma campagne, on va dire ça comme ça, l'an dernier, parce que c'était clairement une campagne électorale. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Pour moi, je voulais un peu remettre le membre au centre du mouvement. Et c'est ce que j'ai fait par rapport à la GCI, parce qu'on est relié au réseau GCI. Au réseau mondial, ouais. Voilà, Junior Chamber International. Donc, c'était important pour moi que les membres, quand ils rentrent à la Jeune Chambre, ce qui n'était pas le cas depuis plusieurs années, malheureusement, aient une formation sur qu'est-ce que la GCI, à quoi ça correspond. Parce on a eu la réception du président mondial il y a quelques mois. Pour les membres, ils savaient qui il était, ils savaient ce qu'il représentait, c'était important. Il y a quelques années, on n'avait pas forcément ces explications-là. Ouais. Donc on nous dit qu'il y a un président mondial qui vient, superbe, c'est superbe. Mais on ne sait pas à quoi ça correspond, c'est ça que vous dites. Ouais. Exactement. Donc là, au moins, on a les explications sur la GCI, mais aussi sur la Jeune Chambre économique de Monaco, sur le fonctionnement, sur voilà, comment ça se passe aussi, puisqu'il y a des jeunes membres qui rentrent et qui me disent « Mais comment tu as fait pour être présidente ?» Alors j'ai fait campagne, voilà, je te l'explique. Voilà, exactement. Mais alors campagne avec des tracts et tout ? Non, après oui, non, on s'est beaucoup... Campagne à l'américaine ?
Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup professionnalisé ces dernières années. C'est vrai. Alors, moi, je le dis comme observateur extérieur. Il y a eu clairement un moment où la JCE a franchi un palier. Oui, c'est vrai. Dans l'organisation d'événements, dans le message, dans le positionnement du message, etc. Il y a eu un vrai travail de fond qui a été fait. Ouais. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça, quand quand j'ai fait campagne, j'ai élaboré un programme, en fait. Et un vrai programme avec une explication. Clément, c'était pareil avant. Clément Maréchal, qui était le président avant moi, pareil. On a vraiment fait quelque chose de très sérieux parce qu'on voulait vraiment que les membres votent en âme et conscience sur voilà ce que je souhaite faire. Dans l'idéal. Après, on ne fait pas forcément tout ce qu'on veut et c'est normal, mais en tout cas, la ligne directrice est bien précise. Et c'était important pour Clément, pour moi, et également pour mon successeur, d'avoir un plan triennal pour pas justement changer tous les ans, pour les membres, qu'il y ait une continuité, pour les partenaires aussi, puisque c'est toujours mieux quand il y a une certaine continuité. Oui, pour ceux qui vous entourent. Exactement. Mais alors, le point positif, c'est ce que j'en déduis en vous écoutant. Le point positif, d'abord, c'est qu'il y a des vocations, hein, parce que si vous devez faire campagne, ça veut dire que probablement il y en a d'autres qui veulent aussi. Donc, il y a des vocations. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est né, c'est cette impression que on dirige quelque chose. C'est pas juste une assemblée de copains. Non, ça c'est sûr. Voilà, non, ça c'est sûr. Non, mais c'est ça. Vous parliez des partenaires et des soutiens que vous avez. Vous avez des faits sur le berceau quand même. Ah, complètement. Non, honnêtement, c'est une entreprise. Honnêtement, c'est une entreprise. Parce qu'encore une fois, il y a des événements à organiser, des événements à sortir, des délais à respecter, des financements à aller chercher. Les 3 premiers mois, avec Luxman Selapa, qui est mon responsable partenaire, on a écumé Monaco pour, renouveler nos partenariats et 2, en trouver des nouveaux, et avec succès. Mais voilà, c'est un travail de fond monstrueux. Parce qu'on a besoin de financement pour organiser nos événements. On a besoin la communication aussi. La communication, c'est devenu le nerf de la guerre. Depuis 2 ans, on a vraiment intensifié notre communication et ça paye. Parce qu'aujourd'hui, on a de nombreux partenaires qui viennent nous voir en nous disant « Tiens, je suis intéressé, je veux être partenaire de la Jeune Chambre », ce qui n'arrivait pas avant. Et ça, c'est grâce à notre communication. C'est vrai aussi que vous avez eu cette façon de... Enfin, vous avez cherché à développer... moi, j'appelle ça des événements mixtes. Des événements dans lesquels vous impliquez des représentants de la société, qu'elles soient politiques, économiques, institutionnelles, etc. Moi, je pense au petit déjeuner thématique, mais pas seulement. Hein. Il y a la journée de l'innovation, ou en tout cas de l'inspiration. Oui, Monaco Inspire, tout à fait. Et cette journée-là, notamment, c'est un mélange entre des personnalités qui viennent de l'extérieur. Nous, on avait rencontré Éric Larchevêque à cette occasion, qui était venu à Monaco, qui avait passé du temps, qui était venu parler au micro. Et c'est cette communication-là aussi, peut-être, qui vous a fait franchir un cap, non ? Ah, ça c'est sûr, ça c'est certain. Après, on a créé le pôle média, on l'a isolé et on l'a vraiment créé. Donc déjà, pour avoir une unité de communication, le même branding, la même façon de faire. On a une personne qui est spécialisée là-dedans et qui ne fait que ça au sein de la Jeune Chambre. Et après, oui, c'est sûr, on va chercher, on a des nouvelles idées. L'année dernière, c'était un nouvel événement, Monaco Inspire. Ouais, Inspire, c'était nouveau. Hein. Exactement, c'était une nouvelle idée et on a fait fort. On est allé chercher Éric Larchevêque, Catherine Barba aussi. Ouais. Et voilà, on a été les chercher. Et on est très contents puisqu'on les a fait venir à Monaco et on leur a fait ouvrir les yeux aussi sur ce qu'était réellement Monaco. C'est pas une place... qui peut souffrir de certains clichés malheureusement, mais c'est une place où l'entrepreneuriat existe. C'est ça, vous parlez des clichés. Est-ce que quand vous étiez en Bretagne, d'ailleurs on n'a pas parlé de la raison qui vous a fait venir jusqu'ici, mais quand vous étiez en Bretagne, est-ce que vous aviez une idée de Monaco ou pas ? J'avais l'idée du cliché de Monaco, c'est-à-dire le Grand Prix, les yachts. Bon, attention, le Grand Prix, les yachts, c'est une réalité aussi. Hein, c'est pas, exactement. On va pas dire que c'est pas vrai, mais... Qu'est-ce qui vous a surpris le plus en arrivant ? Justement, le tissu économique. Je ne pensais pas que c'était aussi dynamique. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de sociétés, qu'il y avait autant en fait, d'entrepreneuriat à Monaco. Ça, j'en avais vraiment aucune idée. Et même pendant longtemps, ça m'a surpris. Quand je voyais le nombre de sociétés qui existaient, je me suis dit, c'est dingue, il y a vraiment c'est un vrai État, bien sûr, mais il y a une vraie vie économique à Monaco. Alors, heureusement, mais j'entends la nécessité de passer. On dit toujours, il faut passer derrière le rideau à Monaco. Hein, il faut aller un peu plus loin.
Dans les 80 membres que vous avez, est-ce que tous sont des mêmes d'origine ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a aussi cette idée du Monaco très européen et plutôt franco-italien ? Est-ce qu'il y a un tissu plus varié que ça ? Non, c'est essentiellement, c'est vrai, c'est essentiellement ça. Franco-italien, essentiellement. Ouais. Aussi des personnes qui sont nées ici, qui sont parties faire des études ailleurs et qui sont revenues. Parce que c'est vrai que la Jeune Chambre aide beaucoup sur ça, où des personnes ont grandi ici, sont parties faire leurs études à Paris, à Londres ou que sais-je, et ils souhaitent revenir, mais quand ils reviennent, leurs amis sont peut-être là ou ne sont pas forcément là non plus, et ils veulent rencontrer, se réintégrer, on va dire ça, dans le tissu local. Et moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand je suis arrivée. À Monaco, je connaissais absolument personne, et quand on m'a parlé de la Jeune Chambre, je me suis dit, je vais rencontrer des gens qui ont plus ou moins mon âge, et qui seront intéressés par ce qui m'intéresse, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Et voilà, ça crée un réseau ? Ah, complètement. Non, oui, complètement. Un réseau d'amis, déjà. Je me suis fait quand même beaucoup d'amis à la Jeune Chambre. Un réseau amical et puis également un réseau aussi entrepreneurial, parce qu'on découvre le métier des uns et des autres. Et puis quand on a besoin... je sais pas, d'un site internet, on va forcément plus facilement faire appel à des personnes qu'on a vu bosser bénévolement, parce que c'est ça aussi. On voit une personne bosser bénévolement qui bosse bien, on se dit, si bénévolement elle bosse bien dans son travail, ça doit être pas mal. C'est vrai, là, récemment, j'ai rencontré Ariana Alessi, qui dirige la fondation OTB, qui est la fondation italienne de la mode durable et de la place des femmes. Et elle me disait, dans une discussion, elle me disait, le profit et le non-profit, c'est pas exactement le même état d'esprit. Et du coup, quand on est bon en non-profit, généralement, c'est qu'on est bon en profit. C'est vrai ? C'est vrai, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça, on le voit. Et on le vérifie, ça ? Moi, je le vois, la Jeune Chambre. Ouais, je le vois. Ouais. Sur mes chefs de projet ou au conseil d'administration, c'est très révélateur. Parce que avant d'être présidente, vous avez été membre actif pendant plusieurs années. Est-ce que ça vous a aussi permis de vous faire une idée de qui vous vouliez être, vous, dans la société ? Complètement. Complètement, oui. La personne que j'étais en 2021, quand je suis rentrée à la Jeune Chambre, n'est pas celle que je suis aujourd'hui, ça c'est clair. J'ai changé ça fait que 4 petites années, c'est pas non plus... Mais parce que j'ai changé... On peut appeler ça une ascension fulgurante, quand même. J'ai changé d'état d'esprit, en fait, tout simplement, parce que à Paris, donc j'étais avocat. Alors, on est avocat, certes, on est à son compte, mais enfin, dans les cabinets d'avocats parisiens, on travaille sur les dossiers des associés, on peut avoir des dossiers à côté, mais enfin, c'est très à la marge. On n'est pas en responsabilité totale, c'est ça, hein ? C'est ça. C'est du salariat déguisé, on va dire ça comme ça. Et on n'est pas très autonome et très indépendant. C'est vrai qu'en arrivant ici, j'étais également salariée. Et le fait de rentrer à la Jeune Chambre, ça m'a fait aussi changer l'état d'esprit et me rendre compte qu'en fait, l'entrepreneuriat existe, qu'on peut entreprendre, on peut créer sa boîte, on peut se lancer. Déjà, c'est plein de choses que je n'avais pas forcément envisagées par le passé. Et que c'était possible. Et en fait, grâce à la Jeune Chambre, j'ai aussi découvert les outils pour pouvoir créer sa boîte, pour pouvoir on parlait du cadre juridique tout à l'heure, mais pas uniquement. Pas uniquement, non, bien sûr, pas uniquement. Même les expériences des uns et des autres. Certains qui me disent, moi j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Je suis intéressée. Parfois, c'est pour des problématiques personnelles, professionnelles, de secteur d'activité, mais c'est intéressant justement d'avoir ce retour d'expérience avant de se lancer. Et moi, ça m'a fait changer, où j'ai eu envie d'entreprendre. Et puis, forcément, la prise de parole en public, quand je suis rentrée à la Jeune Chambre, rien que l'idée de parler devant des gens, c'était parce que vous étiez une avocate qui ne plaidait pas. Exactement. En droit fiscal, on plaide pas. On dépose, c'est du droit administratif, donc on dépose un dossier, c'est très rare qu'on plaide. On dépose des trucs écrits. Voilà, exactement. On plaide par écrit. Oui, voilà. Donc c'est beaucoup moins sexy, effectivement. Non, j'ai pas dit sexy. Et d'abord, il y a des gens qui n'aiment pas la prise de parole en public. Ça peut arriver. Enfin, ça arrive. J'en connais beaucoup autour de moi. C'est pas forcément une question de timidité d'ailleurs. C'est un exercice qui demande une certaine aptitude qu'on n'a pas forcément ou qu'on n'a pas forcément envie d'acquérir. Et puis quand vous me dites c'est pas aussi sexy, moi j'aurais tendance à vous dire de ce que j'observe, puisque c'est pas du tout mon univers. Le droit fiscal et la fiscalité, c'est quand même un des aspects les plus vibrants de tout ce qu'il y a. Parce il faut être créatif, il faut penser à des choses, il faut... c'est pas... Non ? Moi, j'adore la fiscalité, donc je ne dirais pas le contraire. C'est vraiment... voilà. Ah non, la fiscalité, j'adore ça. J'adore faire de la fiscalité, j'adore conseiller mes clients en fiscalité. C'est vraiment... j'ai vraiment trouvé mon bonheur là-dedans. Je ne me vois pas faire autre chose. C'est vrai ? Ouais. Et vous vous en êtes rendu compte assez rapidement ? Parce que quand on fait des études, et notamment en droit, à quel moment
on bifurque? Alors en fait, c'est simple. J'ai toujours su que je voulais faire du droit. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours su que je voulais faire du droit. Avocate ou pas? Oui, Juriste en oui. tout cas. Non, avocate, tant qu'à Avocate. faire. La robe, quand j'étais vachement jeune, je trouvais ça très sympa, avoir la robe et tout, le cliché. Ça l'est. Ah oui, j'ai toujours ma robe d'avocat en plus, donc oui, bien sûr. Et je suis arrivée à la fac, j'ai fait donc ma licence à Vannes. Ouais. Et je suis quelqu'un d'assez ambitieuse et je me suis dit, c'est bien, mais moi j'ai envie de faire une fac parisienne. J'avais envie d'aller à Assas. À Assas. Ouais, voilà, Assas, ça me faisait rêver. Est-ce que tu es toujours... Alors, parce qu'on a une petite différence de génération, mais est-ce que c'est toujours... Assas, c'est toujours le temple du droit en France? Parce que ça l'est toujours. Après, ça dépend de quelle spécialité, mais oui, ça l'est toujours. Et moi, c'était mon objectif numéro 1. Donc, quand je suis rentrée à la fac, je me suis dit, je fais la licence à Vannes, près de chez mes parents, pour des raisons aussi d'organisation, parce que quand on est nourri, logé, blanchi, on n'a plus qu'à travailler. Donc, franchement, c'est très sympa. Et voilà, et donc je savais que pour rentrer en Master 1 à Assas, je devais être majeure de promo et que je devais avoir 14 de moyenne sur les 3 années. Donc, j'ai tout donné à ce moment-là. Et quand j'ai postulé à Assas, j'ai été prise. Donc, voilà. Et je me suis pris une claque, puisque à Assas, en Master 1, on était plus de 1000. Et à Vannes, on était 50. Voilà. Donc, je me suis pris une claque monstrueuse et je ne m'attendais pas. Cette espèce de volume qui fait quand on arrive... alors, on ne va pas partager les expériences, mais moi, ça a été un peu la même chose. Je suis arrivée à Paris et je me suis retrouvée dans un amphi. Alors, on était moins de 1000, mais on était quand même 480. C'est énorme. Et on écoute un speech de quelqu'un qui nous dit « Aujourd'hui, vous êtes 480. À la fin de l'année, vous serez 120. » Voilà, on a eu le même speech. Voilà. Et moi, il n'y a pas qu'en médecine qu'on fait ça. Hein. Non, partout. Et à ça, c'était le cas aussi. Et quand je suis arrivée, le premier jour, on nous a dit il y a 4 masters, parce que j'étais en droit des affaires, en droit des affaires, en droit social et en droit fiscal. Donc, il y avait 4-5 masters. Il y a 20 places par master. Voilà. Sur 1000 ? Exactement. Ça fait 80 candidats pour 1000 ? Exactement. C'est plus que la proportion de 120 sur 480 quand même. Hein. Voilà. Donc, est-ce que ça met... Alors, je pense que ça met une pression, mais ma question, c'était, est-ce que ça met un objectif en tête ? Parce que, est-ce que c'est pas un peu l'idée ? Mais moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un objectif, j'ai besoin de quelque chose qui est presque inatteignable pour pouvoir avancer. Et voilà, je fonctionne comme ça, c'est mon carburant. Et c'est exactement ce qui... Quand je suis arrivée à ça, c'est que j'ai vu ça, franchement, je me suis effondrée parce que je me suis dit, ça va quand même être compliqué. Je crois que j'ai visé un peu haut pour moi, quand même. Et finalement, c'est là où... Vous êtes dit ça, oui, quand même. Le premier jour... Oui. Ah oui, mais après, voilà, quand même. Le premier jour et le deuxième jour, donc je devais choisir mes cours. Et donc, je me suis pointée au cours de droit fiscal. J'avais jamais fait de droit fiscal en licence. Ouais. Et donc, j'arrive au cours de droit fiscal et c'était Gauthier Blanc-Luet, qui est un associé renommé à Paris, d'un cabinet anglo-saxon, qui s'assoit, donc, tout simplement, et qui commence à parler. Donc, j'ai eu 1 heure de cours en fiscalité. Et là, je sais pas. Les premières minutes, je me suis dit, voilà, c'est ça. C'est ça que je veux faire. Donc, je me suis dit, le reste, ça ne m'intéresse pas. Je veux faire du droit fiscal. Et je me suis dit, il fait quel master ? Donc, il y avait le master 2 de droit fiscal à Assas, 20 places. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux. Donc, le deuxième jour, j'avais déjà mon objectif. Je savais où je voulais aller. Et puis, après, j'ai déroulé. Oui. Alors, en vous écoutant, je me dis, bon, ça trace la route d'avoir un objectif. Et surtout, ça donne... plus facile de quantifier ou de mesurer sa progression quand on sait ce qu'on veut atteindre, non ? Ah, complètement. Ouais, même au quotidien. Et comment vous avez vu votre progression ? Alors, il y a des tests assez souvent. Je suppose qu'en université, c'est comme en école. Hein, il y a des quiz réguliers. Est-ce qu'il y a des TP ? Est-ce que au-delà de cette envie que vous avez eue, est-ce que vous sentez que c'est à votre main ? Attention, non, pas du tout. On dit souvent, c'est pas tout choisir, il faut que ça aille. Hein. Exactement, mais pas du tout, justement, parce que j'avais donc un double diplôme, donc j'ai fait un master 1 droit des affaires et fiscalité. Et en droit des affaires, j'avais des notes mauvaises. Honnêtement, j'avais des notes mauvaises. Ouais. Enfin, pas suffisantes, en tout cas, pour avoir un des masters à Assas. Par contre, en fiscalité, j'avais d'excellents résultats parce que c'est vraiment ce qui me plaisait. Donc, j'ai mis tout le paquet sur la fiscalité et sur les matières autour. En droit des affaires, ça ne passait pas. Et puis, même aujourd'hui, ça ne me plaît pas. Revoir des contrats, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Ça ne me plaît pas. Et voilà, je me suis concentrée dessus et c'est ce qui a fait la différence parce que dans ma motivation et dans mes entretiens pour rentrer au Master 2, j'ai été très honnête comme d'habitude et j'ai expliqué que le droit des affaires, c'est pas mon truc. Par contre, la fiscalité, ça y est.
Oui, oui, c'est sûr. Alors là, aujourd'hui, on fait un exercice d'entretien, mais souvent, quand j'ai des mentees ou quand j'ai des entretiens avec des étudiants, etc., ils me disent c'est quoi qui fait la différence et je leur dis c'est toujours l'oral. Oui, exactement, la motivation. Parce qu'en fait, à l'oral, il y a un truc palpable, il y a quelque chose qu'on va dégager, c'est une envie, une niaque, une motivation qu'on ne voit pas forcément sur le papier ou qui n'est pas forcément reflétée dans un dossier. Voilà, il a fallu faire ça pour la campagne aussi. Mais comment ça s'est passé, les oraux de la campagne de la JCE? On fait quoi, des dîners, on fait des apéros, on fait des réunions, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a pas mal de méthodes différentes. Certains vont faire du phoning pour essayer de convaincre membre à membre, parce que toute voix compte. Ah oui, à 80, oui, c'est vrai. Donc, il en faut 41, donc c'est au moins. Au moins, à minima. Donc après, voilà, non, oui, effectivement, on a un grand oral, on est bien préparé pour ça. Donc à l'Assemblée générale d'octobre, je passe un oral. Enfin, le président qui doit être élu passe un oral. Il a 5 minutes de préparation et c'est 5 minutes clés. 5 minutes d'oral, c'est pas beaucoup. C'est très peu. Donc on a un support qu'on crée et surtout, en fait, on s'en rend pas compte, mais on commence à constituer son conseil d'administration maintenant, en juin, juillet. Il doit être prêt pour début septembre pour que l'équipe, chacun sache quel est son futur poste. Parce que quand on se présente au conseil d'administration, c'est un président, mais aussi le conseil d'administration qu'on élit. On élit une équipe. Et tout le monde doit être prêt. C'est-à-dire que je devais être prête, mon équipe devait être prête. Et on a réussi avec succès cette assemblée générale. Alors, que je suive bien, donc ça veut dire que là, on entre dans la période où l'équipe qui va vous succéder est en train de se former. Enfin, l'une d'elles, puisqu'il n'y en a peut-être pas qu'une. Et donc, vous choisissez les postes de toute l'équipe, etc. C'est une seule année? C'est une seule année, oui. Et pourquoi c'est une seule année? Parce que c'est le mantra en fait, de la JCI, c'est One Year to Lead. Donc, c'est vraiment le mantra. Et après, honnêtement, pour le vivre, ça passe super vite. Ah bah oui. Une année. Et en même temps, c'est une année qui est éreintante. Parce qu'on est sur tous les fronts. Tout le temps, tous les jours. On doit penser à tous les jours. Et même si on a j'ai une super équipe, c'est une charge mentale quand même. C'est une énorme charge mentale. Et puis, il faut laisser la place aux autres. Une année, c'est bien. Et il faut laisser la place aux successeurs. Je pense que Clément était content que je le succède. Et je serais très contente quand... normalement, c'est Lucas qui est mon député président. Quand Lucas, qui doit passer à l'Assemblée générale d'octobre, sera élu. Voilà. Est-ce que... la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que membre un jour, membre toujours? Alors oui et non, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des personnes qui malheureusement étaient membres et qui, pour des raisons professionnelles, ont eu d'autres horizons et n'ont pas pu rester. On a des très bons membres qui ont dû partir malheureusement. Après, quand vous avez été président, je pense qu'il y a un truc. Moi, je sais que je resterai jusqu'à mes 40 ans. C'est une affection. Les pauvres. Alors, 40 ans, c'était ma deuxième question. 40 ans, c'est l'âge limite. Exactement, c'est l'âge limite. On ne peut plus être membre après. Alors, on n'est pas membre. Non, on n'est pas membre. Voilà. On n'est pas membre actif. Quoi. Non, exactement. On peut être bienfaiteur, on peut être sponsor. Membre associé. Alors, on a une catégorie pour les personnes qui ont plus de 40 ans. Voilà. Ah bah oui, ça. Alors, avant de partir, Anna, il faudra vraiment baquer le truc. Pour être sûr qu'il y a des statuts possibles, parce que c'est dommage quand même de couper ce lien. Ah, c'est dommage, et c'est pour ça qu'on est en train aussi de créer un réseau d'alumni, parce qu'on veut vraiment garder ce lien avec les personnes qui, justement, remplissent plus forcément les conditions, mais veulent rester autour de la jeune chambre, parce qu'il y a une expérience. Il y a une expérience qu'on doit partager, et c'est intéressant, même pour les jeunes membres aujourd'hui, de leur dire, mais est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Est-ce que tu sais que par le passé, on a fait ci, ça, ça? Et certains membres nous disent, ah bon, vous avez organisé ça? Ouais, on a fait plein de choses. Mais ça, on l'oublie, forcément. Si on n'a pas cette transmission, on va l'oublier. C'est vrai, et puis il y a un aspect important dans la vie de l'entreprise, c'est le mentorat quand même. Oui. On a tous eu, enfin je ne sais pas si vous en avez eu, mais moi j'ai eu cette chance d'avoir... alors, on n'appelle pas forcément ça un mentor, mais ça peut être une marraine, un parrain, un bienfaiteur, une bienfaitrice, quelqu'un qui, à un moment donné, joue un rôle clé. Vous avez eu ça dans votre carrière ou pas encore? Oui, à Paris, quand j'étais en cabinet d'avocat à Paris, ouais, complètement. Quand j'ai commencé chez Francis Lefebvre, il y a un associé qui m'a pris sous son aile. Et pendant 4 ans, ça a été mon mentor. Il m'emmenait partout, en rendez-vous. J'étais sur des super dossiers. J'ai été extrêmement bien formée. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'aime aussi la fiscalité. J'aime tous les aspects, en fait, de mon travail. Et je connais, enfin, j'ai vu sa force de travail. Je connais aussi la mienne. Et ça m'a pas fait peur, au contraire. Donc, non, non, pas du tout. Il n'y a pas grand-chose qui vous a fait peur, hein, parce que pour venir de Paris, alors de Paris à Monaco,
Comme ça sur une décision? C'est une décision personnelle, j'imagine. Oui, c'est une décision personnelle. Oui, je voulais. Je suis pas de Paris, donc je me voyais mal fonder une famille à Paris, en fait, tout simplement. C'est vrai? Oui, exactement, tout simplement. Voilà. Parce qu'on aurait tendance à se dire que, quand même, pour quelqu'un qui vient de Bretagne, enfin, pour Paris, c'est plus facile. Alors oui, mais c'était vraiment l'aspect. Je me voyais pas du tout avoir des enfants à Paris. Même aujourd'hui, j'ai une petite fille et je m'imagine pas retourner vivre à Paris avec elle. Honnêtement, pas du tout. Ça a été 4 années denses alors. Ouais, très intense. Après, j'étais aussi jeune, donc voilà, c'était. Francis sympa. Lefebvre, c'est aussi. Oui. Est-ce que ça allait avec la qualité du master? Parce que est-ce Oui. qu'il y a ça dans le droit aussi? Est-ce qu'il y a oui. ces filières de placement, de diplômés? Évidemment. Il y en a un peu dans tous les secteurs, hein, mais c'est vrai qu'on dit dans le journalisme, ceux qui vont aller, on les prend dans telle école. Voilà, c'est un peu... Oui, c'est exactement pareil. C'est partout pareil, mais c'est exactement ça. Alors justement, vous qui faites partie d'une association de jeunes qui ont envie, est-ce qu'il y a encore la place pour quelqu'un ou une initiative ou un projet qui n'est pas dans les rails? Ah, bien sûr, et on l'a fait encore cette année. Ouais, parce qu'on a plusieurs programmes et on a un programme qui s'appelle les think tanks. Et en fait, en début d'année, j'avais pas de chef de projet, donc de personnes qui étaient motivées pour le faire, premièrement, et deuxièmement, on n'avait pas de sujet. Donc on s'est dit, c'est pas grave. Ça fait beaucoup, ça. Ça fait beaucoup. Donc on s'est dit, on va pas perdre de temps et d'énergie, on le met de côté et on verra au fur et à mesure de l'année. Et on a un membre qui est rentré il y a pas très longtemps, qui s'appelle Wilfried, et qui nous a proposé, est venu à mon conseil d'administration et nous a proposé un projet de réflexion. Et voilà, et c'est sans génial. savoir ou en sachant? Non, sans savoir. Il est venu me voir, on a déjeuné ensemble, il m'a expliqué son projet, il m'a dit, voilà, moi j'aimerais faire ça. Dans quelle commission tu penses qu'on pourrait l'intégrer ou quel format? Et je lui ai dit, attends, on a ce qu'il faut. J'y viens à mon conseil d'administration, parce que c'est important qu'on ait une décision collective. Viens présenter ton projet. Il l'a fait. Et aujourd'hui, il est en train de développer ce projet-là donc pour l'année prochaine. Donc on travaille cette année pour créer quelque chose l'année prochaine. Et donc ça commence sur une réflexion interne pour sortir un projet externe. Ouais. Parce que quand je dis, est-ce qu'il y a encore les Américains, enfin les Anglo-Saxons disent think out of the box ou voilà. Est-ce qu'on n'est pas dans une époque où à la fois le monde de l'entreprise, le marché du travail, le monde de l'enseignement secondaire, enfin supérieur, etc. Est-ce que tout ça n'est pas un peu entré dans des modèles figés? Si, parce que même quand j'y pense, moi j'ai fait... le parcours que j'ai eu est très universitaire, très écrit, mais à aucun moment, pourtant j'ai été avocat... droit fiscal, une femme comme ça, c'est pas non plus totalement traditionnel, quoi. Si? Il y a beaucoup de femmes en droit fiscal? De plus en plus. Alors, oui, non, il y a quand même beaucoup d'hommes, effectivement. Effectivement, mais après... Comme ça, de prime abord... Je pense pas qu'on me dise « Ah oui, je vais appeler mon avocate en droit fiscal ». De plus en plus, quand même, de plus en plus. Ouais. Il y a de plus en plus de femmes qui prennent un peu les commandes, j'ai envie de dire, sur ces matières-là, de plus en plus. Donc ça veut dire que, il y a quand même des lignes qui peuvent sensiblement bouger. Est-ce que vous pensez, on revient à la formation, est-ce que vous pensez que si vous aviez fait autre chose qu'Assas, vous auriez pu avoir ce parcours quand même? Non, je pense pas. Non, ça, j'en suis sûre. Vous voyez ? Bon, il faut une base qui soit identifiable, y compris pour celui qui recrute, pour l'entrepreneur qui choisit d'avoir des nouvelles forces qui le rejoignent. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous pensez à des collaborateurs possibles, est-ce que vous avez ça en tête ? Eh oui, tout à fait. C'est la discussion que j'ai eue avec mon associé il y a 2 jours, justement, où en fait, on a spontanément envie de recruter des personnes qui ont fait notre parcours, en fait. C'est naturel. C'est un repère, c'est quoi ? C'est un repère, exactement. Puis c'est une sécurité. Voilà, on se dit, moi j'ai été formée comme ça reste une faculté de qualité. Alors, je suis ouverte. La Sorbonne, c'est aussi très bien. Dauphine, ça va aussi. Oui, bon. Mais effectivement, on réfléchit en faculté parisienne aujourd'hui. Parce qu'on connaît le profil, et puis une personne qui a été formée à Paris et qui redescend va connaître aussi le marché le parisien et va connaître aussi cette force. C'est une force de travail, effectivement. Justement, quand on parle jeunes, et jeunes chambres, et jeunes économies, et jeunes entrepreneurs, est-ce que l'attractivité, vous dites redescendre, alors, parce qu'il y a un truc, on est à Paris, on redescend dans le sud. On a l'impression qu'on baisse là. Et donc, mais c'est vrai, c'est dans le vocabulaire. Est-ce que vous avez l'impression que l'attractivité, alors je dirais pas du Sud, moi je dirais de Monaco, est réelle ou pas ? Est-ce que c'est facile de recruter aujourd'hui des profils, des bons profils ? Alors,
En fait, on va recruter des profils, mais nous, on va devoir faire une concession et qui est normale. Et pour moi, c'est totalement normal et c'est OK. Je sais que c'est peut-être un peu moins le cas pour d'autres personnes, mais c'est des personnes qui vont avoir envie d'une vie de famille. Voilà, les personnes qui vont vouloir redescendre sur Monaco, sur la région, c'est parce qu'ils vont redescendre avec leur mari, leur femme. Ils ont cette envie de fonder une famille. Donc, on ne peut pas dire à une personne, on va t'embaucher, tu vas faire des horaires parisiennes avec un salaire moins bon. Et puis, bien sûr, voilà, tout de suite, tu vas pas forcément avoir vie de famille au début. Non, les personnes qui descendent, c'est qu'ils ont cette envie-là. Moi, c'était mon envie aussi. Quand je suis descendue, je savais que c'était un projet à court, moyen terme. J'allais pas attendre 10 ans avant d'avoir un enfant. Donc, voilà, ça fait partie aussi du package. Parce que quand on redescend, c'est qu'on a envie aussi d'une qualité de vie, quelque part. Je pensais que vous alliez me parler du travail en remote. Ouais. Je me suis dit, elle va me dire, il faut qu'on accepte qu'ils travaillent de chez eux. Moi, alors, ça va faire rire mon associé, mais oui, moi, c'est ce que je fais beaucoup. Je travaille énormément de chez moi parce qu'en fait, on est moins dérangé, on est moins impacté. Bon, vous avez une profession qui s'y adapte peut-être un peu plus quand même. Hein. Exactement. Après, il faut s'ouvrir, c'est une flexibilité. Il faut faire confiance de toute façon parce que si on reste dans un cadre très figé, 8h, 19h, et puis en plus, il y a les transports. Quand on ne vit pas tous à Monaco, donc il y a aussi le temps de transport qui est important. Quand on voit qu'on met presque 1 heure le matin, qu'on prend le train, la voiture, c'est pire. Mais même le train, on met presque 1 heure le matin, 1 heure le soir, c'est 2 heures dans la journée. Et c'est quand j'étais salariée, bon, à Paris aussi, on met 2 heures pour aller travailler. Hein. Oui. Enfin, 2 heures pour aller et venir. Exactement. Pas obligatoirement seulement pour aller, mais... Exactement. Mais on cherchait pas, à Paris, on cherchait moins la qualité de vie. Là, on a envie de rentrer pour voir ses enfants, on a envie de rentrer, voilà, parce qu'il y a une qualité de vie, en fait, ici. Et moi, c'était ça, quand je voyais que le soir, je partais pas avant 19, 20 heures, que je rentrais, ma fille était couchée, c'était pas envisageable. Et puis, il y avait pas de télétravail, c'était pas envisageable. Donc, moi, c'est aussi toutes ces choses-là qui m'ont fait bouger. Le télétravail était peut-être pas encadré à l'époque, mais on va pas se mentir, c'est quand même possible de faire du remote Bien sûr. Spontané, je veux dire, pas déclaratif. On dit je prends une journée de télétravail. On peut dire on peut rester à la maison. Il y a certaines professions dans lesquelles c'est possible. Vous disiez tout à l'heure, il faut savoir faire confiance. Est-ce que ce climat de confiance que vous dépeignez, est-ce que dans les générations qui arrivent, vous le sentez? Parce que dans les générations anciennes, anciennes, c'est un mot qui ne va pas plaire, mais dans les générations qui ont moins connu le remote et le travail comme ça à distance, c'est moins présent quand même. Alors, c'est moins présent, mais nous, on se rend compte quand on reçoit des CV que ça fait partie, en fait, des premières demandes. C'est combien de jours oui, ça c'est... Ouais. Est-ce que je peux faire du télétravail ? Oui, d'accord. En fait, c'est vraiment une des premières... même parfois, avant de parler salaire. Les gens parlent d'abord de l'environnement et du cadre. Et ça, c'est normal. Bon, ça va avec ce que vous dites sur la qualité de vie qu'on cherche. Bien sûr. Voilà. Est-ce que, quand même... sans engager de débat sur le remote, oui ou non, mais est-ce que quand même vous imaginez que c'est compatible le fait de rester loin assez régulièrement de sa sphère de travail et d'être engagé pleinement? Alors, dans une société, oui, c'est possible. Mais après, ça dépend quel est le poste, ça dépend quelle est l'ambition aussi de la personne. Il y a des personnes qui, elles se contentent, ont envie juste de faire leur travail parce qu'ils ont envie ils ont leur vie à côté. En fait, on n'a pas tous aussi les mêmes curseurs. Donc, il y a ça aussi. Et après, quand vous voulez développer, quand vous voulez rencontrer du monde, c'est un peu compliqué si on reste à la maison. Donc, c'est un tout. En fait, je trouve qu'il faut faire un petit peu de tout. Il faut un petit peu tout mélanger, idéalement. Là, vous êtes associé. Oui. Donc, ça veut dire que vous prenez encore une fois, vous prenez les décisions à deux, au moins. Oui, c'est ça. Est-ce que tout à l'heure, vous parliez de cette décision collective au sein de la Jeune Chambre. Est-ce que cet esprit de partage de responsabilité, c'est une formation? Est-ce qu'on apprend ça vraiment? Non. Ah non, on ne l'apprend pas du tout. On l'apprend sur le tas. C'est-à-dire qu'idéalement, et c'est ce qui se passe à chaque fois, on fait 1 ou 2, voire 3 conseils d'administration avant de se lancer à la présidence. Moi, c'est mon 3e conseil d'administration, du coup. Et on essaie de faire des postes aussi très différents. Parce que chaque poste nous apporte des choses différentes. Par exemple, secrétaire général. Vous étiez dans l'équipe de Clément Maréchal, d'ailleurs. Bien sûr, oui. J'étais vice-présidente attractivité et Marie-Gisèle, j'étais sa secrétaire générale. Et en fait, j'étais dans l'ombre et j'ai vu toute la partie back-office de la Jeune Chambre, en fait. Tout ce qu'on ne voit pas. Ouais. Et c'était c'est très, très formateur. Très, très formateur. Et c'est comme ça qu'on apprend.
à prendre des décisions collectives, parce que chaque président est différent, chaque conseil d'administration est différent, et puis l'unité qu'il y a dans un conseil d'administration sera forcément différente d'une année à l'autre, pas forcément mieux ou moins bien, mais c'est forcément différent. Et moi, cette année, ce qui est important pour moi, c'est qu'on a un travail collectif. J'ai une super équipe. Je suis extrêmement bien entourée. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et vraiment, c'est... La manager parfaite. J'ai une super... Non, mais je leur dis très régulièrement. Je leur dis régulièrement que voilà, c'est une équipe super. Ça se passe super bien. Et on prend des décisions collectives et qu'on assume collectivement. Et parfois, quand il y a des choses qu'on peut faire, on le fait et on y va ensemble. Et si on va dans le mur, on y va tous ensemble. Et par contre, s'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on prend aussi cette décision en disant, bah non, on n'y arrivera pas. Est-ce que vous diriez que la décision collective ou ce management participatif, en fait, oui. ça équivaut à ça, est-ce que c'est compatible avec une ambition assez forte? La preuve. C'est ça. Vous vous décrirez comme ambitieuse. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai beaucoup d'ambition, ou j'ai de l'ambition. C'est beaucoup, c'est comment? Non, j'ai de l'ambition. Après, l'ambition, ça se mesure, mais... Pour avancer dans la vie, oui, de toute façon, vu le parcours que j'ai eu, il fallait un petit peu d'ambition de toute façon. Je me suis souvent heurtée, en tout cas, retrouvée devant des gens qui me disaient toi, de toute façon, t'es une ambitieuse, dans le sens péjoratif du terme. Est-ce que c'est un truc que vous avez ressenti? Alors oui, on a pu me le dire, mais souvent, enfin moi je l'entends pas au sens péjoratif, donc forcément, je me sens moi pas je le sentais pas péjorativement, mais il y a quand même cet aspect. Vous disiez tout à l'heure, on n'a pas tous la même approche et la même envie, et donc l'ambition c'est parfois un peu confondu avec l'opportunisme. Oui, je vois. Ouais. Oui, après, c'est très subtil. Mais non, là, c'est vraiment de l'ambition pure. En fait, c'est le moteur pour avancer. Voilà, avoir un objectif, c'est ambition dans le sens objectif. Il y a des objectifs que je veux atteindre. Tout simplement, finir mon année correctement et la mener à bien. Voilà, ça, c'est l'ambition. Pour moi, mon ambition de cette année, c'est ça. Et arriver à concilier ma vie pro, ma vie perso et ma vie associative. Ce sera déjà superbe. Comment vous imaginez, une fois qu'on n'est plus président et qu'on reste membre, comment vous imaginez votre position? Alors là, je le dis à titre tout à fait personnel, parce que est-ce que c'est possible de se dire je ne participerai plus à la discussion? Oui, parce qu'après, c'est justement, mais alors c'est différent, c'est de la transmission, c'est pas tout à fait pareil, justement. Et c'est ça que j'aime, c'est que l'année prochaine, donc je serai immédiate passe-présidente, donc en gros, je serai le conseiller de mon successeur. D'accord. Et c'est ce qui est Clément aujourd'hui pour moi. Clément, quand j'ai des questions, quand je suis face à certaines problématiques, je l'appelle, il me conseille. Et justement, ça fait partie en fait du jeu où aujourd'hui on conseille pendant une année et ensuite on transmet. On peut revenir au conseil d'administration pour même plus tard, parce qu'on a été ancien président, pour faire un poste X ou Y, pour conseiller le président, parce qu'il y a aussi des membres jeunes, des membres qui sont rentrés récemment avec un conseil d'administration jeune, et parfois c'est bien de le muscler avec des personnes qui sont un peu plus expérimentées. Et voilà, c'est important, et c'est vraiment de la transmission. Moi, ce que je veux faire après, c'est de la transmission sur ce que j'ai appris ces dernières années, ce que j'apprends surtout cette année, pour faire évoluer les futurs présidents. Et dans l'apprentissage là, qui se fait actuellement, est-ce que le rapport avec les soutiens, les institutions, les sponsors, est-ce que c'est un apprentissage que vous aviez appréhendé? Parce que comment elle se situe, la JCE, dans le network de cette société monégasque? Alors, on est très bien placé dans le sens où on s'entend très bien avec déjà les organisations qui nous entourent. Par exemple, le MEB, encore hier soir, on a des très bonnes relations. Il y a du respect, Exactement. Et on a vraiment du respect, et on a très bonnes relations avec le Monaco Economic Board. Encore hier, j'étais avec Guillaume Rose, Virginie, donc on discutait hier, et on a de très bonnes relations avec eux. Et c'est le cas aussi avec l'association des femmes chefs d'entreprise. J'ai vu Johanna vendredi. Voilà, on s'inscrit très bien dans le paysage associatif, et on est respecté, et on respecte les autres aussi. Et au niveau des institutions, il y a de plus en plus d'échanges, et je pense que de demandes, on va dire, réciproques. Par exemple, quand on a fait venir le président mondial fin avril, on a fait des demandes à peu près tout le monde pour le recevoir. Et tout le monde nous a ouvert la porte. On a même eu une audience chez le souverain. Donc c'est vraiment, on nous ouvre la porte quand on demande quelque chose, quand on. Il y a une crédibilité qui s'est installée. Est-ce que ça va avec le cap que vous avez conscience d'avoir franchi à un moment donné? Est-ce que c'est aussi une question de forme? Est-ce que
qu'aujourd'hui, la JCE semble être un partenaire incontournable de la diaspora économique, en tout cas. C'est ce qu'on souhaite être et c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on met en place beaucoup de programmes pour l'être. Et aujourd'hui, oui, clairement, oui. Je pense qu'on fait partie du tissu économique, ouais, clairement. Tout à l'heure, vous me disiez, on a frappé à peu près à toutes les portes pour essayer de trouver des soutiens. Comment on boucle le budget annuel de la JCE ? Avec des rêves, avec des objectifs. Parce que même si c'est bénévole, ouais. Il y a quand même un budget. Quand on a des projets et qu'on s'engage sur des projets, il faut pouvoir les réaliser. Et ça, c'est pas uniquement la cotisation des membres, j'imagine. Ah non, on n'irait pas très loin avec la cotisation des membres, ça c'est certain. En fait, au sein de nos conseils d'administration, déjà, on a des postes clés. Donc le VP partenariat qui va chercher cet argent et qui fait le rôle commercial. Et aussi, j'ai une trésorière. Et ça, c'est un rôle vraiment clé parce que la trésorière va établir un budget et se mettre d'accord avec chaque membre de mon conseil d'administration. Et c'est vraiment un travail de fourmi, on s'en rend pas compte. Et le budget, on l'établit avant la fin de l'année et on le vote en mars. Donc moi, on l'a voté en mars dernier, 2025, mon budget annuel. Et là, pourquoi en mars ? Parce que déjà, c'est notre premier AG, premièrement. Et deuxièmement, parce que moi, on avait une visibilité donc, sur les partenariats qu'on était en train de rentrer. Et c'est vrai que je ne vous cache pas que les premiers rendez-vous, alors quand on re-signe, on est content. Mais quand on voit que parfois, ça va être un peu plus compliqué, on transpire un peu parce qu'on se dit, bon, on avait un objectif de partenariat et quand on voit qu'on va pas, enfin c'est loin quoi, quand on a 130 000, 140 000 euros d'objectif et qu'on est à 10 000, la route elle va être longue quand même. Voilà, donc c'est vrai qu'au début d'année, on a un peu, voilà, c'était un peu difficile, il y a des jours où c'est pas facile, il y a des jours, même des discussions qu'on a, et c'est normal qu'on a avec des partenaires, on n'est pas parfait, on est bénévole mais on n'est pas parfait, donc on essaye de s'impliquer un maximum, de faire les choses bien. C'est quoi qui les intéresse, vos partenaires ? C'est une visibilité, c'est un accompagnement, c'est des résultats ? Alors, c'est très différent. On va avoir des partenaires qui vont avoir des envies différentes. Certains sont membres ou anciens membres Jeunes Chambres. Ouais. Donc, ça va être clairement... Il y a un œil, déjà. Voilà. Exactement. Il y a un regard sur ce que vous faites. Oui. C'est purement j'exagère, mais de la donation. C'est clairement du mécénat. Voilà, parce qu'ils ont confiance, ils ont envie de nous aider. Il y a d'autres personnes qui cherchent en visibilité, clairement, parce qu'avec la Jeune Chambre, il y a une visibilité et ils veulent faire connaître leur société et ça marche très bien. Il y a d'autres personnes qui veulent nous aider, qui veulent être partenaires, mais qui veulent derrière nous aider. Oui, c'est ça, aussi. J'imagine que vous pouvez séduire par les projets aussi. Exactement. Enfin, j'imagine que si vous avez parlé du Monaco Inspire, voilà, c'est un projet qui peut inspirer justement. Hein, c'est pas juste... voilà, ça peut aussi inspirer des donateurs, non ? Ah, complètement. Et vous avez un événement dans l'année pour les rassembler tous ? Ah oui. Et ça y est, oui, ça y a 2 jours, on a enfin fixé la date. On a la soirée des partenaires au mois de septembre et en fait, on organise une soirée. Donc, ce sera au mois de septembre dans un lieu privilégié à Monaco. Et on aura vraiment tous nos partenaires qui seront réunis parce que l'objectif aussi, c'est que les partenaires sachent... se reconnaissent entre eux, en fait, qu'ils sachent qu'ils sont bien partenaires de la Jeune Chambre et qu'ils connaissent le réseau. Exactement, faire un networking entre partenaires. Ouais. Ça, c'est prévu au mois de septembre. Ouais. Bah, ça fait tout ça, vous diriez que dans une semaine, alors sans parler de présidence pure, mais pour quelqu'un qui est au conseil d'administration, ça fait quoi ? Ça fait 5 heures, 10 heures, 20 heures ? Ça fait combien dans la semaine ? Ça dépend du moment de l'année, ça dépend du pôle, ça dépend de pas mal de choses, ça dépend du poste. En moyenne, ouais, c'est 10 heures par semaine, ouais. En moyenne, ouais. Quand on est membre ou quand on est au conseil d'administration. Alors, vous me disiez que vous étiez associée, donc à la tête d'un cabinet, maman. Oui. Présidente de la Jeune Chambre. Oui. Est-ce qu'on a le temps pour faire quelque chose pour soi ? Alors, ok, vous allez me dire, moi, c'est l'organisation, je la vois venir, mais est-ce que quand même, parce que vous parlez de charge mentale tout à l'heure, donc est-ce qu'il y a un moment donné où on respire ? Pas vraiment, je vais être très honnête, pas vraiment. Non, franchement, cette année, pas vraiment. Non. C'est vraiment une année qui est... Quand c'est pas l'un, c'est l'autre, donc il y a toujours quelque chose dans la tête, même parfois... je suis en train de me brosser les dents et je me dis mais mince, on n'a pas fait cette communication là, il faut que je relance machin parce qu'il faut qu'on voit. En fait, c'est non-stop. Cette année-là, c'est vraiment non-stop. Après, voilà, je m'en plains pas, j'arrive à tout concilier et c'est déjà génial. Donc j'en suis très contente, mais non, honnêtement, non, la charge mentale est là et honnêtement, pour le moment, j'ai pas vraiment le temps de penser à moi, mais je penserai à moi dans 6 mois. Ah oui, parce que là, on parle, mais bientôt.
il faudra passer le flambeau, enfin bientôt, pas encore tout de suite, hein, il faudra passer le flambeau. Est-ce que c'est un moment, et ça c'est une question personnelle, est-ce que c'est un moment qu'on appréhende? Oui. Oui. Oui, tout à fait. Je suis honnête. Oui, tout à fait. C'est pas totalement innocent. Tout à fait. C'est que j'essaye de me glisser dans vos pantoufles, ou chaussures, ou sabots, ou voilà. Et je me dis, émotionnellement, affectivement, parce que vous avez parlé de relations privilégiées, vous avez parlé d'attachement, donc voilà, il y a un petit pincement quand même. Oui, il y a un petit pincement et je commence déjà à m'y préparer psychologiquement en fait. Au mois de janvier prochain, bien sûr. Comment il fait votre mari? Enfin, ou votre compagnon? Comment il fait? Il suit. Est-ce qu'il sent ça? Est-ce qu'il sent poindre ça? Ou pas? Oui, il le sait, oui, bien sûr. Il le sait, il sait que ça va être, voilà. En plus, moi, je suis quelqu'un d'hyperactif, donc j'ai besoin de beaucoup m'occuper. Donc, je suis déjà en train de me dire comment je vais m'occuper. Ça, on avait bien compris, je pense. Hein. C'était bien dit que c'est pas du style à faire des dessins, quoi. Non, exactement. Donc, je suis déjà en train de m'occuper dans ma tête à partir de janvier. Après, j'ai un cabinet aussi à faire tourner, donc je vais me concentrer aussi là-dessus. Avec des objectifs de développement. Exactement. Toujours. Ah bah toujours. Oui. Donc voilà, je vais me concentrer sur autre chose et je pense que ça ira très bien de toute façon. Mais oui, j'y pense. Je commence déjà à m'y préparer, oui. Bien sûr, il faut. Bon, et à part ça, alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Parce que à part de surmonter le pincement et de trouver beaucoup d'objectifs de développement pour le cabinet, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, pour la jeune chambre déjà, qu'on finisse l'année bien, comme on l'a commencé, parce qu'on a eu un premier semestre franchement extraordinaire et je pense que le deuxième, il peut être encore meilleur. Ça, j'ai aucun doute. Parce qu'encore une fois, j'ai une équipe formidable, j'ai des chefs de projet géniaux. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que la deuxième partie de l'année nous réserve. Donc, vraiment, ça va être... j'espère qu'on va pas... Enfin, je sais qu'on passera une super fin d'année. Et à titre personnel, que je continue à tracer ma route. Et ça ira tout seul. Vous n'allez pas partir tout de suite, vous allez rester à Monaco quand même. Ah oui, non, je suis très bien à Monaco. Je suis très bien ici. Bon. Et à bientôt, Anna. Merci beaucoup. Merci Geneviève, merci beaucoup.